Bonjour et bienvenue à Belles Lettres, cette émission qui vous fait découvrir le monde à travers les lunettes des hommes de lettres. Aujourd'hui, je reçois sur ce plateau M. Charles Djungu Simba Kamatenda, professeur des universités, écrivain et journaliste. Bonjour, professeur. Bonjour. Avez-vous, professeur, quelque chose à ajouter sur la brève présentation que je viens d'effectuer? Vous avez tout dit. Vous Ok. avez tout dit. En parcourant votre bibliographie, je suis tombé sur un titre qui a retenu mon attention au point de susciter ma curiosité. C'est La chèvre, l'herbe et la corde. De quoi est-il question dans cet essai que vous avez publié en 2002 aux éditions de l'Harmattan? Oui, en fait, j'ai pris comme prétexte un dicton selon lequel la chèvre broute là où elle est attachée. Là où elle est attachée. Donc à partir de ça, j'ai essayé de passer en revue les comportements de nos contemporains, notamment les Congolais, mais moi, je ne m'adresse pas qu'à eux, et de voir comment des chèvres, nous pouvons devenir autre chose que chèvres ou moutons. C'est-à-dire qu'il y a moyen de s'autonomiser. Il y a la chèvre de M. Séguin, qui est aussi une figure littéraire, Oui. qui a fini par casser la corde et partir. On sait ce qui lui est arrivé. Mais c'est déjà un acte de bravoure, oser autre chose. Mais la chèvre que nous connaissons, les gens que nous côtoyons tous les jours, aiment, n'est-ce pas, s'alimenter, s'abreuvoir là où ils sont. Ils ne cherchent pas à voir ailleurs, à chercher. On peut prendre le proverbe dans un autre sens, dans le sens d'une société corrompue, Oui. où les gens disent c'est là où je travaille que je dois trouver de quoi nourrir ma panse, et que j'ai droit à des rétributions. On entend d'ailleurs ce proverbe, ce dicton, dans ce sens-là, dans notre société. Donc ne vous étonnez pas, sous-entendons, ne vous étonnez pas que je demande quelque chose, que je cherche quelque chose, parce que je ne peux trouver que quelque chose que là où je travaille, donc la corruption, le matabiche et tout ça. Mais voilà, c'est ce genre de propos que j'essayais de revisiter, de revoir, de réinterroger, disons, à l'aune de ce proverbe, de ce dicton. C'est un essai, disons. Oui, mais quel rapport avec le sous-thème, sous-titre, Parcours d'une passion d'écrire? Ah oui, c'est-à-dire que dans mon parcours, j'ai eu à côtoyer ce genre de comportement et j'ai eu à prendre soit position, soit des leçons à retenir par rapport à ce que les uns et les autres faisaient. Voilà. Professeur, quand est-ce que vous avez su de manière claire que vous alliez dévouer votre vie à l'écriture? Je ne sais pas parce que c'est comme les vocations. Il y a des gens qui croient qu'on est prêtre, qu'on est professeur, qu'on est ceci. Non, c'est tous les jours. C'est un aggiornamento, comme disent les Italiens, à faire chaque jour. Chaque jour. Puis à un moment, on s'est dit, est-ce que je peux faire autre chose? Peut-être. Est-ce que j'aurais dû faire autre chose? Je ne sais pas. Mais c'est une vocation au quotidien. Vocation au quotidien. À partir de quel jour vous avez Je ne sais pris pas. conscience de cette J'ai bien compris vocation-là? votre question. Oui. Je vous mentirais en disant que je suis né avec, là où les autres sont nés avec une cuillère dans la bouche, avec un stylo dans la bouche. Non. J'ai peut-être certaines aptitudes à parler. Je mentirais en disant que mon post-nom, comme on disait, la Kamatenda, ça signifie c'est lui qui aime parler. Mais je l'ai eu, je l'ai pris à un moment donné quand il y avait la débaptisation, le changement des noms. Mais j'ai toujours été attiré par le commerce du verbe, par le souci de partager par écrit
disons, oralement, ce que j'avais à dire, donc ma part dans le monde. Aussi longtemps que je regarde dans ma jeunesse, dans mon enfance, j'ai toujours été quelqu'un qui était poussé à parler, poussé à dire des choses, là où certains préfèrent se taire, garder de la réserve et tout ça. Est-ce que cela a eu un impact avec mon parcours comme littérateur? C'est possible. J'ai fait le journalisme, j'ai fait l'enseignant, donc j'ai toujours été attiré par ces genres de professions, de métiers où le verbe, la communication était, disons, le fond du commerce. Est-ce qu'il y a eu quelque part quelques écrivains classiques qui vous ont marqué, oui, qui vous ont peut-être poussé à prendre cette voie-là? C'est évident. Je ne sais pas si c'est dans ce sens-là que vous vouliez poser votre question. J'ai fait des humanités latines, littéraires, et j'ai eu très tôt, disons, un commerce, excusez de revenir sur ce mot-là, avec certains auteurs, avec certains grands esprits, latins, français, francophones, africains, qui m'ont frappé. Déjà aux humanités, pour vous donner une idée, j'avais consommé tout Zola. Tout ce que Zola avait écrit. Tout, j'ai lu. Je lisais pratiquement tout ce qui tombait sous mes yeux, sous ma main. Et puis j'ai suivi des cours. Tout ça. Je suis un rat de bibliothèque. Est-ce que Zola peut être considéré comme un modèle? Là, il était un modèle pour vous? Tous ont été des modèles. Oui, Zola a un travail comme naturaliste. C'est d'ailleurs lui le fondateur du naturalisme. Donc on écrit pas spontanément, ça arrive, mais il faut faire de recherche, de fouille, une documentation. Peut-être ça m'a intéressé, hein. Mais je suis une éponge, c'est-à-dire que je prends tout ce que j'ai... Après, j'ai évidemment côtoyé des poètes, des romantiques, des contemporains, de Senghor, Césaire. Mais c'est une culture un peu hétéroclite. Mais bon, pour vous dire qu'il y a vraiment un écrivain ou un livre qui m'a pris, je vous dirais que c'est la Bible. La Bible? Oui, la Bible. Et surtout le Nouveau Testament. Je ne le lis pas comme pasteur, mais j'aime bien les histoires de la Bible telles que c'est raconté. Et je me pose souvent des questions, je me dis, mais si les gens de cette époque-là pouvaient comprendre, lire ces vérités qui sont dites de manière éclatante, quand je vois ce qu'il y a avec mes contemporains, notamment congolais, je me dis que bon, on a fait des plongeons dans le passé. Hein, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. La Bible, c'est une œuvre littéraire. On peut la considérer. Très littéraire. Oui. Très littéraire. On y trouve pratiquement tous les genres. Oui. Okay. Professeur, en parcourant votre bibliographie, j'ai été surpris par le nombre impressionnant de vos publications. Oui. Tout compte fait, vous êtes parmi les écrivains congolais les plus prolifiques. Avec vous, on a l'impression que ça tire dans tous les sens. Romans, nouvelles, poésie, théâtre, contes. Où est-ce que vous puisez toute cette énergie pour écrire? Je peux vous poser la même question. Vous mangez tous les jours, pas la même nourriture, tantôt ceci, tantôt cela, parce que cela devient pour vous comme une drogue à un moment donné. Je suis toujours en train de lire, je suis toujours en train d'écrire. Et ce que j'écris, ce que je lis, formate un peu ce que je peux produire comme livre. Il y a des propos, si je peux m'exprimer comme ça, qui cadrent bien avec tel genre, oui. D'autres avec tel autre genre. Bon, ce n'est que ça. Et prolifique, peut-être que j'ai eu plus d'opportunités
ne l'ont eu d'autres, hein, prolifiques. Bon, ça c'est comme une lapine. Non, c'est pas ça. Je crois que j'ai commis au jour d'aujourd'hui, c'est pas quarantaine, cinquantaine de titres. Oui. J'en produirai encore d'autres, c'est évident. Tant que j'aurai encore la main, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que j'ai comme une quête, hein, d'écrire un livre que je n'arrive pas encore à écrire. Donc tous ces livres-là, c'est comme des avant-livres. Des avant-livres. Qu'est-ce qui vous motive pour écrire? Mais c'est ma façon de participer à la circulation, à la culture, circulation des idées, je voulais dire, au monde. C'est ma part, donner une vision, une autre vision des choses, du monde, de notre société, de nos sociétés. Moi, je le fais par l'écriture, d'autres le font par des talents qui leur sont propres. Moi, je n'ai pas eu autre chose. Il y en a qui courent après l'argent, il y en a qui courent après les gloires, les honneurs et tout ça. Ben, chacun fait ce qu'il peut, hein, parce qu'on nous a créés créateurs, comme disait Gaudi. Hein, l'homme a été créé créateur. Ben, c'est ma façon peut-être de participer à cette vocation de créateur. Avez-vous besoin d'une certaine atmosphère pour écrire? Non. Non. Je ne me drogue pas, si vous voulez mon point de vue. Je ne me drogue pas. Je n'ai pas besoin de m'enfermer dans un cabanon ou dans un couvent pour écrire. En fait, j'écris en me promenant. J'ai déjà, en regardant les choses, en écoutant surtout les choses, j'ai déjà les livres virtuellement dans ma tête. Il me faut évidemment un petit temps, un petit moment de recueillement. C'est souvent la nuit. Pourquoi la nuit? Parce que c'est le moment où tous les bruits, les bruiteurs, les embrouilleurs se taisent. À ce moment-là, je peux chercher mes mots ou je peux rechercher mes mots parce que je les ai peut-être rencontrés pendant la journée. Je peux essayer de peaufiner ceci ou cela, mais souvent c'est difficile. Hein, je sais, dans la société qui est la nôtre, ici à Kinshasa notamment, où il y a vraiment de professionnels du bruit, du dérangement. Oui. Il y a tout ça. Bon, mais en même temps, si ces gens n'étaient pas là, peut-être on n'aurait pas toujours l'inspiration. Moi, là où j'habite, j'ai une femme qui à 4 h du matin, une femme, s'il vous plaît, qui arpente déjà la rue en parlant, en prêchant, tous les jours comme ça. Je ne sais pas à qui il prêche, parce que les gens sont censés dormir à ce moment-là, et ça relève plus du dérangement que... Mais si elle croit qu'elle rend service, bon, je ne sais pas, je ne saurais pas la déranger. Malheureusement, ma chambre à coucher donne sur la rue et je suis obligé d'avaler ce qu'elle dit. Donc, c'est probablement, malheureusement, je vais dire, à ces moments-là que souvent je suis en train de travailler. Et maman, la grande dame, travaille aussi. Vous comprenez? Entre l'écrivain, le journaliste et l'enseignant, vous vous sentez mieux dans quelle peau? Ben, c'est presque la même chose. Hein? Presque la même chose. Écrivain, journaliste, oui. Enseignant, citoyen d'un pays. C'est des postures. C'est des postures par rapport à la même réalité. Ce qui change, c'est la façon de la rendre, c'est la façon de l'appréhender, c'est la façon de la présenter. Mais le journaliste veut vérifier, hein, il veut tâter de main les faits et les rendre tels qu'il croit. C'est parfois une illusion, mais ça le guide. Le professeur, il veut apprendre à d'autres ce qu'il est censé connaître. Il est censé connaître. L'écrivain, il veut faire exactement la même chose comme l'un ou l'autre, mais en embellissant les choses
de façon à ce que le monde paraisse peut-être plus vivable, viable. Je ne sais pas. Enfin, c'est des façons de présenter les choses. Mais le voyage, ce voyage-là entre la littérature et les journalismes, je le trouve un peu compliqué, d'autant plus que les deux, l'univers de la littérature, c'est un univers de la médiatété, comme on dit, Oui. alors que celui du journalisme, il est de l'immédiateté. Mais comment vous arrivez à faire ce voyage, ce va-et-vient entre tout à l'heure, quand vous avez fait ma présentation, je n'ai Oui. pas voulu entremêler les pinceaux, Oui, mais vous avez oublié que je suis aussi un citoyen, que je suis un parent, oui, que je suis un homme, tout simplement. oui. Et donc, ça aussi, c'est une posture qu'il faut, il faut assumer. Il faut assumer. Donc, dans le civil, pour utiliser un terme qu'on utilise souvent, dans le civil, je m'appelle Charles Djungu Simba. Donc, si je vous montrais ma carte d'identité ou carte d'électeur, vous verrez Charles Djungu Simba. Et comme écrivain, c'est Charles Djungu Simba K, que vous avez déroulé comme atelier. Bon, il y en a qui ne font pas l'exercice. Et donc, c'est juste pour qu'il y ait une séparation entre l'homme public, l'homme, disons, référencié, donc enseignant, parent, professeur, tout ce que vous voulez, et l'homme qui est entremêlé avec l'aventure de mots. L'aventure de mots. Quand je suis enseignant, j'enseigne. Et parfois, il m'arrive d'enseigner mes propres textes, où les étudiants m'amènent à parler de mes propres textes. Et ils voudraient en profiter pour me faire dire ce que l'écrivain a dit. Je dis non, il y a deux choses différentes. L'écrivain a tout dit dans le texte. Moi, je suis ici, j'enseigne. J'ai une science à partager avec vous. Donc, c'est pour essayer de ne pas mêler les choses. Mais en fait, c'est un petit jeu, mais en fait, c'est la même personne. C'est la même personne. Alors, comment on passe d'un habit à un autre, comment on change de veste, ben, c'est pas là le problème. Hein, c'est moi. Donc, les vestes viennent sur moi. Hein. Donc, je sais quand je porte Labacoste, qu'est-ce que ça peut donner à dire, et quand je dois le porter, quand je porte la culotte. Ainsi. Donc, ça ne pose pas de problème. Ça ne pose, pédagogiquement, peut-être on peut penser qu'il y a des sauts, des limites à faire, mais dans la réalité, on s'adapte. Il y a bien un matin, il y a bien un soir et l'après-midi, tout ça. Donc, on peut... Dans une de vos interventions, vous dites, je cite, « Je refuse de me cacher dans l'ombre des turpitudes et des injustices. C'est pourquoi je crie sans cesse et j'écris pour donner au monde les contours d'un vrai rêve, le rêve de vivre dans un bonheur. Le bonheur est-il possible dans ce monde ? C'est un rêve. C'est un rêve. Un rêve à notre portée. C'est un rêve qui devrait nous guider. Nous avons le devoir d'être heureux. Nous avons ce devoir-là. Et nous devons tout faire pour accomplir une partie de ce rêve-là, sur Terre. Hein, ceux qui posent ça dans le Lola qu'on sort, moi je crois que c'est une façon de démissionner, une façon de contourner nos devoirs. Donc c'est un devoir, et si je peux y apporter quelque chose, je ne peux que m'en réjouir. Hein. Donc le bonheur est possible, mais ce bonheur sera toujours imparfait. Le bonheur, ça signifie, on peut décliner ça, il y a ceci, il y a cela, il y a le progrès, être mieux que ne l'étaient vos parents, être mieux qu'on ne l'était hier, être mieux dans l'homme, dans tout homme, être mieux avec les autres. Parce que quand on est seul à penser qu'on est heureux, on est dans le bonheur, ce n'est pas le bonheur. C'est une illusion. Le bonheur est collectif. Ok. Y a-t-il un bonheur à être écrivain ? Un plaisir. Un plaisir. Oui, il y a un plaisir à être lecteur
Parce qu'il n'y a pas d'écrivain sans lecteur. Oui. Il y a un plaisir à être lecteur. On commence d'abord par être lecteur. Il y a un plaisir d'être écrivain. Parce que quand j'écris, je me lis en même temps. Et je me dis, ah, ça c'est bien. Ça pourra faire du plaisir à ceux qui vont lire. Là, ça ne va pas encore. Ça ne va pas encore. Ah, puis finalement, il y a c'est comme quelqu'un qui est une sorte de jouissance sexuelle. Oui. Quand vous trouvez la formule idoine, quand vous arrivez c'est comme un architecte, vous dites, ah non, ça c'est bien. Hein, exegi monumenti aeternum. Hein. Qu'est-ce que vous aimez dans l'acte d'écrire? Ce que j'aime dans l'acte d'écrire, ouais. Vous avez des questions. Hein. Ce que j'aime dans l'acte d'écrire, oui. C'est quand mon stylo, ma main, parce que j'écris encore à la main, je passe à l'ordinateur après, c'est quand je n'arrive pas, je suis en train de me battre avec une banque de mots, donc je cherche le mot qui convient et que je dois m'arrêter. Ça, j'aime beaucoup. Je me dis, non, là, il faut que je trouve quelque chose. Et donc, vous restez comme ça, parfois des jours, des mois, parce qu'une formule vous bloque. Et puis, quand vous allez retrouver finalement, parfois c'est de façon fortuite, ah, ça y est, ah, c'était ça. Ouais, c'est un plaisir de retrouvailles. On s'est dit, ben, et c'est encore mieux quand vous le retrouvez chez un autre écrivain ou chez les écrivains, les gens avec qui nous vivons, qui nous envoient des clins d'œil, le retour de l'ascenseur, tout ça, mais bon, c'est très bien. Ou alors, un autre plaisir, je ne me le cache pas, c'est quand je rencontre des gens qui m'ont lu. Oui. Qui me disent, ah, c'est vous, ah, c'est pas possible. Ah bon, il y a même des gens qui croient que les écrivains sont censés être morts. Ils disent, ah, c'est vous, c'est pas possible, je vous ai lu, ceci, cela, bon, bon. Mais ça vous fait plaisir, et bon, surtout quand on sait que ça a pu leur faire quelque chose. J'ai rencontré tout récemment un monsieur qui a passé des années à la prison de Makala et qu'on a libéré. Oui. Et on me l'a présenté, moi je ne connaissais pas, je ne citerai pas les noms évidemment. Et il m'a dit, ah c'est lui, ah merci beaucoup. On m'avait amené ton livre, mais vous voyez évidemment, on m'a amené votre livre en prison et je l'ai dévoré plusieurs fois. Merci beaucoup pour les instants que vous m'avez fait passer. Alors, je dis, bon, ça va. Si j'ai pu vous rendre ce service-là, tant mieux. Mais il y a aussi des gens qui vous disent le contraire. Hein. Bon, j'ai eu affaire comme ça à des élèves, je ne sais pas qui avait composé, enfin les inspecteurs qui composent les examens, parfois ils piochent par-ci par-là. Alors je rencontre à Goma des élèves qui sortent de l'examen d'État et quelqu'un a eu le malheur de me reconnaître. Là, il a dit, ah c'est lui, mais comment vous avez fait, excusez, vous m'avez fait chier, des trucs comme ça. Qu'est-ce que moi j'ai à faire là-dedans? Enfin, ma femme. Ça me fait plaisir, en même temps, ça vous donne des responsabilités. On dit, ben, on ne sait pas toujours à qui on a affaire. Parce qu'en tant qu'écrivain, vous avez des mots fétiches qui reviennent souvent dans votre œuvre et à partir desquels on peut vous identifier. Je crois que je suis la personne la moins bien placée pour vous répondre, parce que personnellement, peut-être je ne m'en rends pas compte. Oui. Hein, mais je ne sais pas, il y a des... Juste vous donner un exemple, il y a un jeune doctorant, mais maintenant il est docteur, qui a fait une thèse sur moi, à Lubumbashi. Il a situé ça entre deux disciplines, la médecine et la littérature. Et il croit, dans son hypothèse de recherche, que dans mes œuvres vient toujours une structure binaire, 1, 2. Il y a toujours noir-blanc, 1, 2, quelque chose. Ben, il m'a contacté évidemment. Et, ben, moi je lui ai dit, mais écoutez, si vous cherchez 2, vous trouverez 2. Si vous cherchez 3, vous trouverez 3. Donc je ne vous suis pas. C'est vous qui faites les recherches. C'est un peu comme les œufs de Pâques. Si vous pensez qu'ils sont dans les jardins, vous les trouverez.
Moi, je ne pourrais pas vous le dire comme écrivain moi-même, mais il m'arrive de mener des recherches critiques. Je fais aussi de la critique littéraire. Hein, sans faire comme Pérec a fait dans la disparition, il a enlevé tous les E. Ben, ça, c'est voulu. Mais trouver des choses que l'écrivain a mis dans le texte, ça c'est une recherche, Il y a un titre à moi qui apparaît bientôt, j'espère d'ici la rentrée de septembre, ici à Kinshasa, pardon, chez Mediapol. Là, je sais parce que je l'ai sémé. Je l'ai fait expressément. Donc, il y a un mot qui circule dans toute l'œuvre. Un mot. Et qui structure et au niveau des sens et au niveau du contenu de toute l'œuvre. Mais c'est une construction que je fais comme les architectes font. Quel mot? Ben, quel plaisir vous aurez si je vous le donne. Je vous le donne. Le titre, c'est Les embrouilleurs. Oui. Alors voilà, vous verrez dans le terme qu'il y a un mot qui circule, enfin une réalité qui circule, c'est un recueil de 10 nouvelles. Oui. Et j'essaie de voir, je lis la situation que nous vivons ici. Il y en a qui disent que ce n'est pas suffisant, il faut profiler autre chose sur le lendemain, mais je dis là, chacun a son rôle. Je ne suis pas prophète, je ne suis pas magicien. J'essaie de lire ce que je vois devant moi, mais en essayant de lire, évidemment, je fais entrevoir ce qu'on pourrait faire, de sociétés, la société qui pourrait naître de miasmes actuels, de micmacs actuels. Donc, ce n'est pas un plaisir de mettre, comme le disait Londres, c'est lui, pas London, Londres, il disait que le rôle du journaliste est de mettre les doigts dans la plaie. Hein. Ce n'est pas un plaisir de montrer les miasmes de notre société, mais j'ai aussi envie que mes concitoyens, j'ai aussi envie que mes contemporains vivent heureux. Hein, que tout ce que nous entendons chaque jour à Beni, à Djougou, à Kinshasa, la liste est longue. Évidemment que ça cesse. Et c'est dans la recherche du monde meilleur, comme nous l'avons dit au début là-bas, que nous travaillons tous, montrer qu'un autre monde est possible. Un autre monde est possible. On a droit de rêver, c'est vrai, mais on a droit de vivre aussi dans un certain confort, dans une certaine réalité humaine, parce que nous sommes des hommes, nous ne sommes pas des animaux. Oui. Est-ce que la littérature peut transformer le monde? Est-ce qu'elle en a le pouvoir, les moyens? Oui, c'est une question très vaste. Oui. Là, je reviens d'un colloque, je crois qu'on a eu à Liège, à l'université de Liège, et j'ai fait une communication, comme si vous le saviez, que peut faire la littérature? Que peut faire la littérature? Je l'ai lu, j'ai fait la communication, j'ai fait la recherche, à l'aune, en me servant du texte de Isidore Ndaïwel. Et j'ai montré que la littérature peut faire beaucoup de choses. Mais il ne faut pas non plus être naïf. Il ne faut pas être naïf. La Belgique est devenue indépendante en 1830 à la sortie d'une représentation théâtrale. Ce n'est pas la représentation théâtrale qui est à l'origine de leur indépendance, mais c'est que les gens ont vu dans cette représentation théâtrale a boosté cette envie d'être libre. L'hymne national de nos pays, de nos différents pays ici, vous prenez celui que j'aime le plus, c'est le nôtre évidemment, mais j'aime aussi celui du Sénégal, qu'a écrit Senghor. Mais quand vous lisez ou vous écoutez ces hymnes nationaux, notamment le nôtre, mais vous vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comment on a pu... C'est Boka qui a écrit le texte, le Tumba, la musique, tout ça. Mais
ils ont traduit ce que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes. C'est de la littérature, ça. Et donc ça sustente, ça soulève nos attentes, nos espoirs et tout ça. Et on s'est dit comment, avec de telles paroles fortes, nous continuons à croupir dans la misère la plus noire. C'est ça le paradoxe. Mais ce type n'existe. Et moi, ça, c'est vraiment de la mauvaise conscience. Ça me travaille et me dit, mais il y a quelque chose, on ne devrait pas être heureux, on ne devrait pas se frotter les mains quand il y a ce décalage entre ce que nos pères ont fait, ont voulu faire, et ce que nous faisons aujourd'hui. Et la littérature, me semble que c'est ça. Ça empêche les gens de tourner en rond. Ça empêche les gens d'oublier qu'ils ont un sens, qu'ils ont un devoir, celui de transformer le monde dans lequel ils vivent en bien. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on n'est pas arrivé à intérioriser, par exemple, les paroles de l'hymne national, qu'on n'arrive pas à agir conformément à ces paroles-là? La faute n'est pas aux communs des Congolais. La faute n'est pas aux gens lambda. La faute, s'il y a faute, la responsabilité revient aux élites. Aux élites. Politiques, intellectuelles, peu importe, tout ça. Les élites. C'est là qu'il y a la défaillance. C'est là qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les autres peuvent suivront. C'est là où les locomotives qui pêchent. Professeur, dans votre ouvrage, Les écrivains du Congo-Zaïre, approche d'un champ littéraire africain. Vous faites une étude qui met en évidence les tensions entre littérature populaire, symbolisée par Zamenga, et littérature intellectuelle, symbolisée par Mudimbe, Ngal et tout. Est-ce que cette tension-là existe toujours dans la littérature congolaise? Elle existe dans toutes les littératures. Comment? Elle existe dans toutes les littératures. Et vous parlez bien de tension, mais c'est un problème de marché. Un problème de marché. Il y a de produits qui sont destinés au grand public, oui, et il y a des produits de luxe. Il y a des produits de luxe. Zamenga, c'est un universitaire. C'est pas. Il ne faut pas penser que Zamenga, c'est un analphabète. C'est un universitaire. Donc, il a choisi une forme particulière de s'exprimer, qu'il croyait ou qu'il a pensé qu'elle était proche de la sensibilité populaire. Moi, j'ai passé beaucoup de temps avec Zamenga, c'était un ami. J'ai même aidé à finaliser certains de ses textes, oui, mais c'était toujours un problème. Hein, Ngoma Binda, que vous avez reçu, oui, ici, moi-même et tout ça. Il y a beaucoup de textes d'ailleurs que j'ai introduits de Zamenga. Et c'était difficile l'amener à accepter certaines corrections. Parce qu'il n'acceptait pas. Il dit non, c'est pas ça que je veux dire. Je vais dire ceci. Mais c'est pas comme ça qu'on s'exprime en français Mbutamutu. Et donc, c'est un choix délibéré. Ce n'est pas parce qu'on utilise un langage populaire, oui, qu'on ait de mauvaises, disons, de mauvaise écriture. Et ce n'est pas parce qu'on utilise un langage de haute voltige qu'on fait des choses extrêmes. Il y a des gens qui pensent qu'il faut parler comme les livres, il faut s'exprimer comme des académiciens. Bon, c'est bien. Il y a des consommateurs. Il y a des gens qui mangent du foufou, il y en a qui mangent de frites, si on peut estimer que les frites sont une nourriture un peu relevée. Mais pourquoi Zamenga est-il considéré comme un cas dans la littérature? Parce que c'est un monsieur qui a marqué notre littérature. Vous parliez de prolifique, mais je crois que c'est lui le prolifique par excellence. C'est quelqu'un qui a marqué notre littérature. Il a aidé à populariser le livre au Congo. Hein, on doit le savoir gré. Bon, c'est vrai qu'il y a des problèmes que l'on a relevés, sur lesquels je ne reviendrai pas ici. Il y a une certaine culture, oui, de l'écriture
qui est encore à assimiler au Congo. Et ça touche un peu presque tous les niveaux, y compris les auteurs que vous avez cités comme étant des épigones de Mudimbe, Ngala, tout ça. Donc, il y a d'abord ce problème-là, c'est que le livre n'a pas encore trouvé sa place dans notre société. Le livre, c'est-à-dire tous les acteurs autour du livre, hein, de l'écrivain au diffuseur, au libraire, au consorts, tout ça, tout ce monde-là est encore à recréer, à repositionner, à revisiter. Donc il y a tout ça. Le contraire nous aurait été surprenant. Un pays comme le Congo, là, si on arrive à mettre en vitrine, à exposer tout ce qu'on a produit comme livre, mais je ne sais pas s'il y a deux pays comme ça en Afrique. Nous en avons écrit beaucoup. Et c'est depuis longtemps. C'est depuis longtemps. Moi qui m'intéresse à l'histoire de la culture dans notre pays ici, c'est un pays où il n'y a eu que des innovations, il n'y a eu que des inventions. Nous étions dans les premières loges, dans beaucoup de... Mais nous n'avons pas la politique de marketing, nous n'avons pas la politique de nous approprier nos inventions. Et d'autres en profitent. D'autres en profitent. Nous avons nos amis en face ici, nos frères du Congo-Brazzaville. Oui. Ben, ils ont une meilleure presse dans le monde littéraire, de la francophonie, tout ça. Et pourtant, nous avons une énorme industrie de livres ici. Nous avons des mines, des écrivains plus nombreux qu'eux. Mais bon, nous ne faisons pas le marketing. Nous ne faisons pas assez la promotion de nos textes. C'est un peu comme le canard et le coq. Disons, la canne et la poule. La poule fait de la publicité avant de pondre. La canne ne le fait pas. Et c'est pour cela que les gens pensent d'abord à manger les œufs de la poule plutôt que les œufs de la canne. Et Dieu seul sait si... Professeur, on a souvent reproché au texte de Zamenga d'être simpliste, facile à comprendre. Et ce sont des textes qui privent en fait les lecteurs. Qui privent les lecteurs d'une certaine jouissance intellectuelle qu'on éprouve après les décodages. Bon, ça, c'est des considérations intéressantes, je veux, mais je veux bien. Je pense qu'on a été injuste par rapport à Zamenga. On a été injuste. Est-ce parce que c'était le seul écrivain qui était à la portée de tout le monde, les seuls textes grâce à son éditeur, les éditions Saint-Paul Afrique, Mediapol aujourd'hui. Oui. Est-ce parce que c'est un peu comme dans le temps, moi j'ai travaillé assez longtemps, excusez-moi, à la RTNC, à l'OZRT, oui. Nous étions la seule chaîne de radio et la seule chaîne de télévision à l'époque. Évidemment, tout le monde nous voyait, tout le monde nous écoutait, et donc tout le monde pouvait nous critiquer, en dire du mal, du bien et tout ça. Mais c'est peut-être le problème de Zamenga. Mais Zamenga, comme je l'ai dit ici, c'est une écriture populaire. On a fait une enquête ici dans notre pays. Quel est l'écrivain que vous aimez le plus? Tout le monde a cité les écrivains soi-disant universitaires. Mais je vous dis que Zamenga est universitaire. Il a fait des études sociales au Ghana et à Mons. Donc tout le monde cite les écrivains universitaires. Parce que ça fait, il y a tout un TVA à valeur ajoutée. Oui. Modimbe, Ngal, Ngandou, Djungu Simba, je ne sais pas, des trucs comme ça. Quel est le texte de ces écrivains-là que vous avez aimé? Vous savez, la réponse que les gens donnent, Croco Alozi. C'est pas les autres titres, Souvenirs du village. Parce que c'est ça, ils lisent ça. Maintenant, Zamenga, évidemment, on ne va pas lui donner un prix Nobel de belles lettres de littérature classique. Mais il a fait son travail. Donc, au même moment que Zamenga écrivait, il y avait d'autres textes. Et si, comme je l'ai dit tout à l'heure, si tous les acteurs, tous les intervenants dans la chaîne du livre prenaient soin d'assumer leur rôle, s'il y avait des lecteurs, Zamenga, ça tirait à combien? 10 000 exemplaires? 5 000? 3 000 souvent? Nous sommes combien de Congolais? Si tous les Congolais pouvaient s'adonner à lire, ça
changerait beaucoup de choses. Hein. Si vous écrivez pour 20 personnes et quelqu'un écrit, il a un marché comme Welbeck ou je ne sais pas qui dans d'autres pays là, Oui. pour des milliers de gens. Mais ça vous change, ça pousse l'écrivain à se remettre en cause, à sentir plus le poids de ce qu'il écrit. Mais bon, si ça reste une histoire confidentielle, et la tendance c'est que quand on écrit quelque chose, les gens se fâchent. Ah non, il y a un écrivain qu'on a tué ici presque dans l'œuf. Hein? C'est pas Mwamba Kanyinda, a écrit La pourriture. Aussitôt que le texte est sorti, tout le monde a trouvé de la pourriture dans la pourriture. Et c'était tellement de la mitraillette, ou je ne sais pas, que je crois que le bonhomme s'est dit non, non, je vous laisse votre marché. Hein. Il faut. Les gens évoluent. Hein. Chinua Achebe, un grand écrivain nigérian. Vous savez, le genre d'anglais qu'il écrit, c'est le pidgin, c'est de l'anglais type Zamenga en français. Mais bon, ils ont un marché, ils en ont fait un mythe, c'est un grand écrivain. Il écrit comme ça. Il parle, il écrit comme il parle. Oui. C'est ça que je voulais dire. Il écrit comme il parle. Mais à côté, il y a Shoinka. Shoinka, oui. Chez à chacun, il y a des niveaux d'écriture, des catégories de lecteurs. Professeur, vous avez aussi écrit sur Ngal. Oui. Oui. Un sourcier nommé Ngal, aura d'une écriture. Hommage à Georges Ngal. Est-ce que vous l'aviez côtoyé? Ngal a été mon professeur. Il m'a enseigné à l'université. Après, nous sommes devenus des amis. Et donc, quand il a pris sa retraite, nous avons pensé, nous, ses anciens étudiants et collègues, lui faire cet hommage. On l'a fait à l'université de Lubumbashi. Et de ce colloque est sorti l'ouvrage auquel vous faites allusion. C'est un grand monsieur. Je ne sais pas ce qu'il fait maintenant. Là. Il a tâté un peu de la politique à un moment donné, comme parlementaire au conseil de... Comment on appelait ça encore? De la République, c'est ça? Oui. Au conseil de la République. Oui. Bon, ouais. Je crois qu'il est mieux, il a été plus heureux comme professeur critique et littéraire. Mais qu'est-ce que vous avez retenu de lui? De Ngal? Oui, de Ngal, oui. Ben, c'est un monsieur qui a beaucoup contribué à la relecture des textes africains. Il a beaucoup contribué, il en a fait son cheval de bataille de façon à ce qu'il y ait un peu plus de sérieux dans le travail de ce qu'on appelle les africanistes, qui se permettent d'écrire ou de dire n'importe quoi sur nos écrits, alors que nous faisons un effort pour lire de manière scientifique et sérieuse leurs textes. Donc il fallait pour ça une science critique, enfin si je peux m'exprimer comme ça. Et Ngal a marqué toute une génération de critiques littéraires, ici au pays comme ailleurs. Il y a ces brillants élèves ou épigones qui ont continué, qui continuent l'œuvre en même temps que il y a Locha Mateso, notamment, pour n'en citer qu'un. Et Demou Dimbe, vous avez retenu quelque chose? Souvent les gens parlent de lui comme étant un savant. J'ai eu aussi la chance d'être enseigné par Moudimbe comme professeur. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous vouliez dire là? Les gens parlent de lui comme étant un savant. C'est un savant, presque un savant. Ben, si les gens le disent, c'est qu'il est savant. Tout récemment, on s'est retrouvé à l'université Laval, à Québec, pour lui rendre aussi hommage. On le faisait docteur honoris causa de cette université. Et toute la communauté africanistique, littéraire, congolaise, tout ça, nous étions là pour lui. C'est un grand monsieur. C'est un grand monsieur. Je ne sais pas, quand on dit que c'est un savant, mais tout le monde est savant.
Tout le monde est savant dans son genre. Il connaît bien sa matière. Ngal, il connaît bien sa matière. Mais il y a des degrés dans la connaissance. Chacun. Et puis il y a la façon de communiquer. Oui, nous connaissons tous, mais il y a quand même des degrés. Tout à fait, oui. tout à fait. Professeur, en dépit de la crise Oui. qui sévit dans notre pays depuis des décennies, les gens continuent quand même à écrire. Oui. Quelle lecture faites-vous de la littérature congolaise aujourd'hui? J'aime bien la formule que vous utilisez. La crise qui sévit dans notre pays. Hein, on dirait un petit monstre qui se promène dans notre pays. Mais moi, je pense que notre pays, c'est une crise. Notre pays, lui-même, là, c'est presque, j'allais dire, une imposture. Une imposture. Moi qui vis depuis un certain nombre d'années ici à Kinshasa, je me dis qu'on nous a trompés. On nous a dit que nous étions dans une capitale, dans une ville. Nous sommes venus, certains très loin du village, tout ça, et nous voilà piégés dans une ville qui n'en est pas une. Et je ne saurais pas vous dire c'est quoi un pays ou tout ce que vous voulez là-bas. Donc on est là, République démocratique du Congo. Bon, appréciez vous-même les adjectifs. Donc je me dis qu'il y a quelque part là quelque chose qui ne va pas. Et est-ce que c'est pour nous pousser à écrire? Est-ce que c'est pour nous pousser à prêcher, pour ceux qui prêchent? Est-ce que c'est pour nous pousser à faire le journalisme? Bon, je ne sais pas. À destination de qui? C'est comme quelqu'un qui est en reportage. Il reporte pour qui? Ou pour nous-mêmes qui sommes dans la crise? Moudimbe, que vous citiez, aimait cette formule quand on est bloqué dans l'ascenseur. Oui. Le secours, la solution ne peut venir que de l'extérieur. Mais j'ai l'impression que nous nous sommes mis nous-mêmes dans l'ascenseur pour qu'on vienne, pour qu'on vienne nous sortir de l'ascenseur. Bon, les gens continuent à écrire parce qu'ils ont de la matière peut-être, mais c'est dur l'écriture, c'est dur. Ce n'est pas facile d'écrire. Il ne faut pas que les amis qui se découvrent une passion de philosopher ou d'écrire grâce aux réseaux sociaux croient que c'est ça l'écriture, c'est ça la littérature. Paf, on écrit. Non, non, la littérature, c'est une autre façon d'appréhender les mots, d'appréhender le monde. Pardon. Ça demande un certain recul, un certain regard serein, froid, passionnel, si on veut bien montrer les choses. C'est difficile, c'est vrai. Si la société congolaise aurait été, pardon, on va faire de bêtises, si la société congolaise était autre que celle, que l'image qu'elle nous donne à voir aujourd'hui, oui. Je suis sûr que les écrivains s'occuperaient à faire autre chose, à donner d'autres visions de choses là. Mais là, parfois, on est obligé à faire l'infirmier ou comment on appelle ces gens-là qui font le constat des accidents, des trucs comme ça. Parce qu'il y en a, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Est-ce qu'un écrivain peut vivre de sa plume au Congo? Il peut vivre avec sa plume, pas de sa plume. Il peut vivre avec sa plume. Il peut vivre avec sa plume ou vivoter de sa plume. Non, c'est pratiquement, dans les conditions actuelles, pratiquement difficile, impossible. Même pour vous, malgré toute cette production-là. Vous avez vu les voitures qui me suivaient quand je suis arrivé à votre station? Non. Ben, on gagne peut-être sur d'autres secteurs, oui. Mais en termes de vivre de son œuvre, c'est-à-dire ce que rapporte un livre. Je vous ai dit que les secteurs, les intervenants dans le processus de publication de livres n'assument pas complètement leur rôle, ne sont pas encore en mesure de le faire. Quand nous faisons de publications avec des tirages confidentiels, oui. et même quand c'est confidentiel, il n'y a pas de lecteur,
L'argent de livre ne peut venir que de livres. Les gens ne lisent pas. Ils ne lisent pas parce qu'ils ne veulent pas lire, mais n'ont pas les possibilités de lire. Hein, ils ont d'autres préoccupations louables. Et ce qui fait que les gens... c'est difficile. C'est difficile. Comment est-ce qu'on peut vivre par sa plume? Quand on écrit de belles œuvres, Oui. de beaux livres, c'est qu'on pense qu'on peut le faire. Et quand il y a une industrie de livres, hein, stricto sensu, donc, et qu'il y ait des librairies, des bibliothèques dans les écoles, dans les administrations. Vous prenez le cas d'un pays que j'aime beaucoup, l'Algérie. Oui. En Algérie, un écrivain, être écrivain, c'est une profession. Ok. Vous avez un contrat à faire. Par an, X nombre de livres. Si vous produisez ce nombre de livres, la Société nationale des écrivains vous considère comme écrivain. Okay. Vous écrivez, tous vos livres doivent se retrouver dans telle ou telle école. Chaque école a une petite bibliothèque, il y a dans chaque ville ceci et cela. C'est déjà une grande consommation. Hein? Bon, maintenant, après, ici nous avons, je ne sais pas, on parle de 60 millions d'habitants, c'est ça? Oui, oui. Peut-être un peu plus. 80. Mais si ces 60 millions ou 80 pouvaient, pas tous, disons un dixième, je ne suis pas très exigeant, pouvaient avoir accès aux livres, ben là, les écrivains trouveront leur 10%, les libraires trouveront leur 30%, oui. hein, les imprimeurs trouveront leur part, ainsi de suite. Les revendeurs, je ne sais pas comment on les appelle, les gens qui font le maquis, là, ils vendent des livres sur le trottoir, tout le monde trouvera sa part. Mais tant que ce n'est pas encore dans ce relais-là, comprenez que c'est un peu difficile de prétendre ou de penser qu'on va vivre de ça. Moi, j'aimerais bien vivre de mes livres, mais je suis obligé d'avoir une profession à côté. Alors que les livres me prendraient tout mon temps. Peut-être mes petits-enfants, plus tard, pourront en tirer profit. Si la vie était à recommencer, votre vie, vous serez toujours écrivain. Oui, mais la vie va recommencer. La vie va recommencer. Je serai toujours écrivain dans l'autre vie, là. Je reviendrai comme écrivain. Ok. Ouf. Là, nous tendons lentement mais sûrement vers la fin de notre émission. Mais avant qu'on puisse terminer, j'aimerais que vous puissiez dire un mot à propos de cette émission. Je voudrais saluer l'initiative, le projet. Je n'ai malheureusement pas la chance de suivre votre chaîne de télévision. Oui. Parce que je suis... je dépends de... Comment on appelle ça? De chaînes satellites. Oh. Je vais faire un effort pour... Nous sommes sur TNT. TNT, oui. TNT. On m'a dit comment on procède ça. J'ai préféré émigrer vers ces chaînes-là parce que, vous comprenez, à un moment donné, on nous a servi de n'importe quoi sur le plan national. Vous parliez des Zamenga et consorts, mais je crois qu'il y avait de pire que Zamenga dans la profession. Donc, je salue l'initiative, je vous encourage. Je pense que c'est une très belle œuvre que vous faites pour qu'on rentre aux standards, aux fondamentaux. Aujourd'hui, sur la place publique, dans tous les secteurs, y compris à l'université où j'enseigne, nous avons vraiment tout ce que Michel Serres, oui. Serres disait. Oui. Notre société est envahie, ils vont prendre ça mal, mais des imbéciles.
des imbéciles. Des gens qui ne savent pas ce qu'ils font et qui font ce qu'ils ne savent pas. Hein? Donc, je pense que des émissions comme le vôtre ici peuvent recadrer, pousser les gens à se poser les bonnes questions en lisant. Hein? Moi, je vous parlais de la Bible. Je sais que c'est un livre qui... bon, je ne veux pas être méchant. Hein? Il permet de dire n'importe quoi, et surtout n'importe quoi. Mais c'est un livre, quand vous le lisez, il vous tient à la gorge. Il y a tout dans la Bible. Et dans une langue, je ne sais pas. Mais il faut que les gens lisent ça pour leur propre commerce. Pas comme une sorte de c'est pas moi, de piège où on l'utilise pour autre chose. Enfin, non, on chosifie l'écriture. Bon, je n'entrerai pas dans ces débats-là. Donc, je pense que votre émission est à encourager. Si ces émissions, si ces genres d'émissions étaient généralisés, si dans nos écoles, on apprenait aux gens le commerce des livres, à lire les textes, hein, et pas à faire autre chose. Les auteurs qui deviennent familiers, pas que les auteurs qui sont morts, Victor Hugo, Zola ou je ne sais pas qui, quand on l'apprend. Mais que les choses se passent comme ça. Mais il ne faut pas non plus rêver. Hein, nous ne pourrons pas changer, nous ne pourrons pas faire évoluer les choses dans un secteur seulement, alors que dans le reste du pays, ça ne va pas. Donc, c'est comme si on voulait soigner, mettre de sparadrap sur un bois mort, hein, alors que tout le corps est pourri. Donc, c'est un effort qu'il faut faire, et c'est heureux que vous soyez là pour éveiller les consciences, pour les appeler à se relire, parce que le grand livre est en nous. Voilà, donc, bravo. Merci, professeur, pour votre disponibilité. Merci pour vos encouragements. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes bel et bien arrivés à la fin de notre émission. Nous vous disons merci pour l'attention que vous avez voulu nous accorder et vous fixons rendez-vous à la prochaine. Bye bye.